Bonjour à toutes et à tous, bienvenue. Nous vous remercions de couper vos micros, s'il vous plaît, pour le confort de tous. Bonjour, bienvenue. Merci pour votre disponibilité aujourd'hui. On vous propose de couper vos différents micros pour le confort de tous et attendre 1 ou 2 minutes que l'ensemble des participants puissent se joindre à nous. C'est aujourd'hui sur cette web conférence dédiée aux politiques locales du vélo et aux mobilités actives. Je vous propose de se donner encore une petite minute pour laisser à tout le monde le temps de se connecter. Nous pourrons démarrer cette web conférence. Bienvenue encore une fois encore à toutes et à tous et merci pour votre connexion. Je vous propose donc de démarrer. Bienvenue à cette webconférence portée par le service rural consul de la Banque des Territoires, service de renseignement juridique. Enchantée, je m'appelle Marine Bonnard. Je suis en charge de l'ingénierie territoriale, notamment en matière de mobilité, à la direction du réseau de la Banque des Territoires et je serai accompagnée aujourd'hui de Benjamin, que je vais laisser se présenter et on va pouvoir se lancer dans notre webconférence du jour dédiée aux politiques locales du vélo et aux mobilités actives. Je rappelle très rapidement, pour le confort de tous, merci de couper vos micros. Nous prendrons les questions régulièrement après chaque partie. Et également, pour votre information, la web est enregistrée pour que vous puissiez avoir accès au replay prochainement. Et je te donne la main, Benjamin. Oui, bonjour Benjamin, juriste associé au service d'information juridique rural Consult. Si vous avez le plaisir de nous contacter au numéro qui se trouve à la fin du PowerPoint, c'est peut-être sur moi que vous pouvez tomber pour avoir réponse à vos interrogations juridiques. Et je pense que nous pouvons commencer sur cette web sur la politique locale des mobilités actives que nous avons le plaisir de vous présenter avec Marine. On va parler de plusieurs points, on va essayer d'être assez pratico-pratique. On va parler des mobilités actives, finalement, quels sont pour l'instant, les objectifs 2023-2027 sur la mise en place des mobilités douces. On va parler plus concrètement des mobilités actives et l'organisation de ces mobilités, pour ensuite parler des pouvoirs de police, parce que le pouvoir de police du maire ou des présidents de PCI est un outil très important, pratico-pratique.
Et ensuite, on va parler de certains autres dispositifs, les aménagements d'itinéraires. Je ne veux pas trop vous spoiler, hein, comme diraient les jeunes, mais voilà. Et ensuite, on va parler après, Marine va évoquer les retours d'expérience sur ces politiques qui sont très riches avec la mise en place de dispositifs et les accompagnements de la Caisse des dépôts. Donc, moi, je vous propose qu'on attaque et qu'on rentre dans le vif du sujet justement sur ces objectifs pour la période 2023-2027. Bon, avant de commencer et de rentrer dans le vif du sujet, il faut véritablement définir qu'est-ce que la mobilité. La mobilité, d'un point de vue purement théorique et juridique, dans son ensemble, c'est l'ensemble des modalités facilitant et permettant le déplacement des personnes dans des conditions économiques, sociales et environnementales les plus avantageuses. C'est-à-dire que quand vous mettez en place une politique publique en matière de transport, de mobilité de manière générale, il faut tenir compte de ces trois points: l'aspect économique, social, environnemental, et surtout que ce soit la politique la plus avantageuse et qui permette finalement qui permette au mieux de concilier l'ensemble de ces éléments. On doit tenir compte effectivement de l'accessibilité du service, des capacités d'accéder à ces services et la possibilité de créer de l'intermodalité. L'intermodalité, dans le sens littéraire et dans le sens politique aussi, de l'intermodalité, c'est finalement l'utilisation de plusieurs modes de transport au cours d'un même trajet. Par exemple, quels sont les moyens à la disposition d'un usager lambda pour atteindre un point A à un point B? Et surtout, effectivement, savoir quels sont les trajets les plus usités et les plus utilisés. Et ensuite, effectivement, d'un point de vue purement juridique, cette intermodalité, elle se matérialise. S'il vous plaît, les micros, s'il vous plaît. Cette intermodalité, elle se matérialise par l'existence et la réalisation de pôles d'échange intermodaux. C'est effectivement intermodaux. Par exemple, prenons une gare SNCF avec effectivement un garage à vélo, avec effectivement des parkings, des stations de bus, et éventuellement des véhicules en autopartage, des Vélib, des vélos à disposition. Donc c'est ça, cette question intermodalité, d'un point de vue juridique, c'est ça, c'est l'aspect structurel et comment l'aménagement peut se faire. Et nous, ce qui va nous concerner là, c'est ce qu'on appelle les mobilités actives ou mobilité douce. C'est l'ensemble des modalités de déplacement qui se font via la force motrice humaine, c'est-à-dire le vélo, c'est-à-dire la trottinette, c'est-à-dire la marche. Pour le coup, c'est le moyen de transport et de mobilité le plus usité encore à travers le monde. Et puis l'avantage, c'est qu'il coûte très peu cher en matière d'essence. C'est le point positif de la marche. Mais voilà, c'est vraiment les bases de base. L'évolution de ces mobilités actives, ça s'est fait au travers de différentes politiques. On a commencé avec le plan national de janvier 2012, avec cette obligation de réalisation de garages à vélo dans les constructions neuves, dès lors qu'il y avait une surface minimum d'1 mètre carré par appartement pour un T3 et plus. On a eu le plan vélo de 2020, qui a effectivement permis d'injecter 20 millions d'euros pour favoriser la pratique du vélo. Et ensuite, on a eu le PAMA, le plan d'action pour les mobilités actives. On aime beaucoup les sigles dans l'administration française. Et ce PAMA, il a été très intéressant sur plusieurs points. Ça a permis la mise en place de 25 mesures depuis 2014. Soit 95% des mesures prévues dans le PAMA ont déjà été appliquées. Donc déjà, c'est quelque chose qui a fonctionné, qui existe. Et parmi elles, je ne les ai pas mises dedans pour une question de place, vous avez effectivement le double sens cyclable dans toutes les rues à 30 km/h. Et vous avez eu effectivement les modifications de certaines signalisations. Je vais rentrer dans quelque chose d'assez technique et pas forcément très intéressant, mais pour nous, ça nous intéresse. Par exemple, la MB12 autorisant les cyclistes à franchir la ligne d'arrêt du feu pour s'engager sur la voie située en continuité. Ça, ce sont des choses qui sont concrètes, qui ont été réalisées. On a eu effectivement une vraie réforme de cette signalisation, des modalités. Et vous allez voir par la suite, avec l'aménagement des itinéraires cyclables, il y a des choses qui ont été mises en place et qui s'imposent aux collectivités territoriales. Et ensuite, on a eu le schéma national de véloroute,
Ça a structuré plus de 20 000 km sur l'ensemble du territoire, avec notamment les objectifs suivants: dynamiser la création d'emplois permanents dans les secteurs du loisir, du tourisme, du service et de l'aménagement, participer à la revitalisation rurale, permettre les liaisons entre les villes de toutes les régions françaises, favoriser le développement des modes de déplacement. En 2023, dans le cadre de ce schéma véloroute, le schéma national des véloroutes et des voies vertes comprend 26 115 km avec 59 itinéraires, dont 10 Eurovélo. Et en Europe, ça représente 93 000 km d'itinéraires cyclables. C'est-à-dire que la France a pris une part importante sur la réalisation de ces itinéraires cyclables. On peut en parler, on peut parler des plus célèbres, on peut parler de la Loire à vélo qui permet de faire Montargis jusqu'à Nantes en traversant les berges de la Loire. D'ailleurs, je vous le conseille, hein, je ne fais pas de publicité, mais vous pouvez passer par Chambord, Tours, et vous avez effectivement la possibilité de voir tout le patrimoine. Je sais qu'en Alsace, il y en a d'autres. En Bretagne, ça se fait également, et ce sont des choses qui sont concrètes et qui ont une valeur touristique, d'attractivité touristique, et aussi une capacité de déplacement. On va parler sur quelque chose, on va rentrer sur quelque chose d'un peu plus contemporain. Le plan vélo-marche est 2023. Contemporain, non, c'est pas parce que ça ne veut pas dire que les mesures précédemment expliquées ne sont plus en marche. Ça veut juste dire qu'effectivement, on a ce nouveau plan vélo. Ce nouveau plan vélo, l'objectif, c'est de démocratiser la mobilité propre avec 3 priorités. Déjà, aider les collectivités à se doter d'infrastructures, faire de la marche et du vélo une réelle alternative à la voiture individuelle pour les déplacements de proximité, faire du vélo un levier pour l'économie et surtout accompagner l'accessibilité au vélo à tout âge, notamment par l'enseignement des bons comportements sur la route dès le plus jeune âge aux enfants dans les écoles. Donc l'objectif, c'est quand même de faire du vélo une véritable démarche. Quels sont les moyens mis en œuvre? Les moyens. Les moyens mis en œuvre, c'est quand même 2 milliards d'euros d'investissement répartis entre les différentes actions. 1,5 milliard pour développer les infrastructures, notamment par la contractualisation dans les contrats État-région 2023-2027 d'une aide pour compléter le maillage de réseau véloroute, la prolongation des aides à l'achat jusqu'à la fin du plan vélo en 2027 et la formation de l'ensemble d'une catégorie d'âge, à savoir rouler à vélo. Ça comprend 850 000 enfants en 2027. Donc c'est quand même assez conséquent. Donc le gouvernement précédent, pour le coup, il y a eu beaucoup d'actualités ces dernières semaines, vise en partenariat des collectivités. En gros, ça représenterait 6 milliards d'euros entre 2023 et 2027 pour favoriser les mobilités douces. Donc on est sur des sommes assez conséquentes. On va passer sur l'organisation de la mobilité et cette organisation de la mobilité, elle nous vient de la loi de l'homme et notamment de l'application de l'article L1231-1-1 du Code des transports. Je vous promets, je vais éviter de trop parler en gerbiage juridique et n'hésitez pas à me reprendre si besoin est, si je suis trop juridico-juridique sur certaines appréciations. Le chat est fait pour ça. Si vous avez des interrogations, n'hésitez pas à nous les poser. Donc, l'objectif des autorités organisatrices des mobilités, elles sont compétentes pour organiser les services réguliers de transport public de personnes, de services à la demande de transport public, le transport scolaire, et ce qui nous intéresse, après je pourrais vous en citer d'autres, hein, et je vais évoquer aussi les compétences facultatives, parce qu'elles sont importantes, mais pas aussi importantes que celles que je viens de vous mettre, organiser les services de mobilité active et contribuer à leur développement. Et ça, effectivement, c'est le rôle d'une autorité organisatrice des mobilités. Aujourd'hui, une autorité organisatrice des mobilités, à titre facultatif, elle peut également offrir des services de conseil et d'accompagnement individualisés à la mobilité destinée aux personnes se trouvant en situation de vulnérabilité et d'handicap, mettre en place un service de conseil aux mobilités destiné aux employeurs pour les accompagner éventuellement dans la réalisation de plans de mobilité employeur ou de toute autre question, et organiser ou contribuer au développement des services de transport de marchandises, logistique urbaine en cas d'inexistence et insuffisance d'offres privées. Donc,
on a, en tant qu'AOM, des compétences obligatoires qui sont présentes dans le PowerPoint et ces compétences facultatives que je viens de vous présenter. Qui sont les heureux élus? Qui sont les autorités organisatrices des mobilités? Eh bien, je vais vous le dire dès à présent, sans grand succès, sans grande surprise, puisque vous avez sous les yeux le PowerPoint. Vous avez les communautés d'agglomération, les communautés urbaines et les métropoles. Bon, effectivement, là, il n'y a pas de doute là-dessus. On est sur des infrastructures et sur des strates de PCI qui sont assez conséquents. On aurait pu intégrer le Grand Paris, on aurait pu intégrer la métropole de Lyon et la métropole de Marseille. Mais bon, malheureusement, on n'est pas en train de faire une conférence TEDx de 3 heures sur le sujet. Donc, j'ai préféré aller au plus simple et au plus efficace. Et dans 90% des territoires métropolitains et d'outre-mer, on est plutôt dans la configuration communauté d'agglomération, éventuellement communauté urbaine et, dans quelques cas, métropole. Et la grande majorité, c'est les communautés de communes. Est-ce que les communautés de communes sont compétentes? La réponse est oui, si elles ont pris la compétence au 1er juillet 2021. Si elles ne l'ont pas pris, c'est la région qui est compétente sur ce territoire ou les collectivités uniques en Martinique, en Guadeloupe. Donc effectivement, et en Corse, pour le coup. Et effectivement, on a véritablement cette dynamique de territorialisation de la compétence mobilité. Vous avez certains cas où ce sont des communes. Vous avez les communes nouvelles lorsqu'elles regroupent l'intégralité d'un EPCI ou de plusieurs EPCI. Vous avez les îles maritimes, mais bon, ça paraît logique. L'île Dieu, l'île de Bréa, l'île de Saint et l'île de Ouessant, où effectivement ils sont AOM sur leur territoire, et les syndicats mixtes PETR, une fois que la compétence leur aura été transférée, soit par la région, à la demande de la communauté de communes pour la création d'un syndicat de transport, soit effectivement des communautés de communes compétentes pour mutualiser cette compétence de mobilité. Hop. Avant de passer à la planification des AOM, je vais répondre à la première question. Qu'en est-il de la rumeur d'une éventuelle loi permettant aux EPCI de reprendre la compétence AOM? Elles peuvent déjà le faire, hein. Je l'ai pas évoqué, mais elles peuvent dès à présent le faire. Rien n'interdit à une communauté de communes qui voit la compétence exercée par la région de demander à cette dernière une délégation de compétences. Et bon, après, effectivement, il y avait un délai de 18 mois suivant le transfert. Et malheureusement, vu que c'est en 2021, ce délai de 18 mois est largement passé. Mais c'est une très bonne question. Les communautés de communes peuvent-elles redemander? Peuvent déjà faire cette demande de délégation de compétences. Après, ce sont leurs compétences. Donc, la question, pour l'instant, effectivement, elle n'a pas été tranchée directement, mais rien ne semble interdire en tant que tel à une communauté de communes de récupérer. Là, effectivement, dans les voies prévues dans L1231-1, ça semble compliqué. Mais ça peut tout à fait s'envisager. Déjà, demander la délégation de compétences, ça peut déjà permettre la mise en place de certains services de mobilité et pour voir après par la suite. Mais je suis d'accord avec vous, il y a quand même une certaine lacune des textes sur ce sujet-là. Mais je vous invite à nous contacter au téléphone et on aura le plaisir d'échanger un peu plus longuement sur ce sujet, si vous le souhaitez, Monsieur Roger. Continuons. Continuons sur la planification. Parce qu'effectivement, les AOM, il faut bien qu'elles puissent avoir un plan. C'était une célèbre émission télé qui disait, le personnage principal disait là-dessus, j'adore quand un plan se déroule sans accroc. Et pour la mobilité, c'est pareil. Il faut effectivement, pour que le plan se déroule sans accroc, définir les besoins, les capacités et surtout comment on met en œuvre. Et la loi, l'homme a remplacé le truculent plan de déplacement urbain par le plan de mobilité. L'établissement de ce plan de mobilité est obligatoire dans le ressort territorial des agglomérations de plus de 100 000 habitants. C'est-à-dire que pour les autres, il est facultatif. Lorsque la région est compétente à la place de plusieurs communautés de communes, sur le territoire d'une ou plusieurs communes situées sur un même bassin, elle peut élaborer le plan de mobilité pour le compte de ces communautés de communes, sur le territoire de ces communautés de communes.
Il fixe ce plan de mobilité trois grands principes, trois objectifs. C'est la prise en compte des besoins en matière de mobilité et d'accessibilité d'une part, et la protection de l'environnement et de la santé d'autre part, en tenant compte des dispositions relatives à la limitation de l'étalement urbain. Je ne veux pas vous repartir, on ne va pas faire un petit décrochage sur le ZAN. On a déjà pas mal de choses à se dire aujourd'hui. Et ensuite, le PDM, il a effectivement un deuxième volet qui est relatif à la continuité et à la sécurité des itinéraires cyclables. Donc, c'est-à-dire les itinéraires, il doit intégrer les itinéraires relevant du schéma véloroute défini par le conseil régional, défini par le conseil régional, les plans de randonnée définis par le département. Il doit tenir compte de la localisation des zones de stationnement vélo à proximité des cars, des pôles d'échange multimodaux sur le ressort du territoire, et il doit définir un ensemble d'outils permettant d'améliorer l'information à destination des cyclistes et des piétons, avec notamment, entre autres, des signalétiques. Mais sur ce point-là, on peut effectivement innover, éventuellement mettre en place un système d'information pour informer les cyclistes, notamment de la fermeture de certaines voies cyclables. Ça peut être des outils qui peuvent se développer parce que vous allez voir par la suite que ce PDM, il n'est pas sans incidence. Hein. Il n'est pas sans ce plan de mobilité, il n'est pas sans incidence sur les pouvoirs de police du maire en matière de circulation et de mobilité. L'élaboration de ce plan, il y a quand même un certain nombre de contraintes. Le plan de mobilité nécessite une évaluation environnementale et une enquête publique. Il doit être compatible avec le plan climat-énergie si le périmètre de celui-ci est égal ou supérieur à celui du territoire du plan de mobilité. Et il doit être compétent avec tout un tas d'autres planifications que vous allez voir dans la slide suivante. Par contre, il a un véritable effet. Il a un véritable effet parce que si vous avez un PDM indépendant de votre PLU doit en tenir compte de ce plan de mobilité. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas faire un plan de mobilité d'une part et faire un plan local d'urbanisme qui ne viendrait pas tenir compte de vos objectifs en matière de mobilité. Deuxième point, il s'impose aux actes pris par les pouvoirs de police en matière de stationnement et de circulation. C'est-à-dire que quand vous prenez un arrêté de police qui amène à bloquer une voie cyclable, ou pourrait venir compromettre le développement ou la mobilité douce des usagers, potentiellement, et que ça se fait en contradiction avec votre plan de mobilité, ça peut avoir l'effet que votre arrêté, il peut se faire attaquer. Ça pourrait être effectivement attaquable parce que vos pouvoirs de police doivent être compatibles avec votre plan de mobilité. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, dans l'information aux usagers de la route, on peut être innovant. On pourrait être innovant pour effectivement, sur les voies cyclables, informer, dire effectivement, sur ces voies cyclables, en raison de réfaction, informer les personnes pour justement être en cohérence avec notre plan de mobilité et éventuellement informer les usagers des itinéraires actifs, de mobilité active, qui permettrait finalement de suppléter cette fermeture ou cette inaccessibilité, parce qu'effectivement, vous êtes amené à avoir des travaux sur les voies, sur les trottoirs, et sur effectivement les éventuelles pistes cyclables que vous avez créées en autonomie. Donc, le plan de mobilité, c'est un document qui est certes lourd, mais il ne doit pas vous empêcher d'innover dans votre approche à la mobilité active. Bon, là, on va passer au schéma parce qu'effectivement, il n'est pas simple. Votre plan de mobilité, il doit être compatible avec le PSAET, le SCOT, le SRADET et tout un tas de choses. Votre PLU, lui, doit être compatible avec le PDM, le PSAET. Donc, il y a beaucoup de choses en compatibilité. On ne va pas rentrer dans le détail parce qu'on est face à des documents et des planifications urbanistiques qui sont très techniques. Et comme je vous l'ai dit, malheureusement, le temps nous est compté. Nous n'avons qu'une heure et demie. Mais si vous souhaitez, moi, ce que je vous propose, si vous souhaitez, vous nous appelez sur le service d'information juridique si vous avez une interrogation sur la compatibilité de votre plan de mobilité. Et on se fera un plaisir de vous répondre. Tout au moins si effectivement vous rentrez dans les conditions d'accessibilité, d'éligibilité au service. Mais on se fera vraiment un plaisir de vous répondre. Et voilà. Pourra-t-il lever le versement de mobilité?
Théoriquement, s'il y a la délégation de compétences, je me permets de répondre, normalement, s'il y a la délégation de compétences, il y a aussi également la délégation des moyens financiers qui vont avec. La région ne va pas garder la question du versement mobilité pour elle, alors qu'elle n'a pu en charge financièrement ce point-là. Après, la délégation de compétences, c'est un élément qui est conventionnel. Donc, ça, c'est des éléments qui doivent être pris en considération dans la négociation quand vous l'entamez avec la région. Et dans beaucoup de cas, et notamment dans des très très grosses régions, elles ont récupéré pas mal de compétences mobilité pour les communautés de communes. C'est plus simple pour elles de déléguer et de déléguer comme elles peuvent le faire. Voilà, on va faire une analogie. Quand elles font une délégation de compétences, une délégation de compétences, c'est moi, en matière de collège, elles transfèrent également les moyens financiers qui vont avec. Sur la question du versement mobilité, là pour le coup, je l'ai plus en tête. Je vous prie de m'en excuser. Euh, mais normalement, les moyens financiers vont avec. Donc, je l'ai pas en tête. Je vous prie de m'excuser sur ça. Pour le coup, je l'ai pas. Si vous voulez, je vous ferai en complément, à l'issue de la réunion, en complément, j'enverrai ça à Marine et à Madame Donou. Je vous apporterai ce complément supplémentaire dans le mail où qu'on vous adressera avec le PowerPoint, si ça vous intéresse. L'organisation et les pouvoirs de police en matière. Ah oui, j'évoquais. Je vais revenir sur la slide précédente, Marine. Je suis désolé. On a parlé tout à l'heure des communes qui n'avaient pas l'obligation de faire le PDM. Elles ont deux possibilités. Première possibilité, c'est sans pouvoir s'imposer au plan local d'urbanisme ni au pouvoir de police en matière de circulation, il y a quand même la possibilité d'organiser sa mobilité en établissant un plan de mobilité simplifié. Ça permet de déterminer les principes régissant l'organisation de la mobilité en lien avec les collectivités limitrophes, dans le meilleur des cas, et il doit prendre en compte effectivement les plans de mobilité employeurs existants qui se trouvent sur le territoire. Je ne vais pas trop parler des plans de mobilité employeurs, mais c'est une obligation pour la plupart des employeurs que de réaliser un plan de mobilité qui évalue l'offre de transport existante, projetée et fait une analyse des déplacements entre le domicile et le travail et les déplacements professionnels. Mais je ne veux pas rentrer dans le détail sur ça parce que ce n'est pas le cœur de notre web. Et si jamais demain, demain, si vous le souhaitez, on pourra faire vraiment une vraie web sur la mobilité de manière générale, sur cette compétence large et entière. Mais là, on se concentre sur les mobilités douces. Et effectivement, la possibilité aussi d'intégrer le plan de mobilité dans le plan local d'urbanisme, notamment en intégrant dans les OAP les objectifs qui doivent être normalement présents dans le plan de mobilité. Voilà, je voulais revenir sur ces deux points-là parce que on n'est pas tous logés à la même enseigne. On peut très bien comprendre que pour une petite commune rurale, avoir un plan de mobilité, c'est lourd à mettre en œuvre. Donc effectivement, il y a d'autres solutions, il y a d'autres possibilités, et notamment pour certaines petites communautés de communes qui ont la compétence, ça leur permet quand même de pouvoir organiser cette compétence. Passons au pouvoir de police. Ça va être beaucoup plus rigolo, vous allez voir. On verra si c'est plus rigolo. Euh, les pistes cyclables, il faut revenir sur un point. Parce que la loi, elle n'est pas très très claire. J'espère que ma définition vous satisfera. Parce que sur la notion de piste cyclable, on est à mi-chemin entre c'est une voie, c'est pas une voie, c'est sur une voie. Donc, les pistes cyclables, lorsqu'elles font corps avec la chaussée, les voies vertes, les voies ouvertes à la circulation des seuls cyclistes et piétons doivent être considérées comme des voies ouvertes à la circulation et, le cas échéant, lorsqu'elles sont accessoires aux voies publiques, comme relevant du domaine public routier. C'est-à-dire qu'on peut tout à fait avoir des voies cyclables sur des chemins ruraux, sur des voies privées, mais également sur des voies publiques. D'ailleurs, ce matin, j'en profitais avant la réunion, il y a eu une récente jurisprudence sur ce sujet, je ne vous en fais pas, ça concernait l'installation d'une passerelle permettant de traverser à vélo et à pied un étang et effectivement, le seul fait que cet aménagement soit accessible au public
lui permet de lui conférer, dans le cadre des règles de droit commun, la domanialité publique. Ça, c'est un élément à prendre en considération, cette situation de fait. De manière générale, quand on est sur de la voirie et qu'on est proche de la voirie, la règle, c'est que la domanialité publique s'emporte parce qu'on a décidé que ça allait être du domaine public. Mais effectivement, ce sont bien des voies ouvertes à la circulation, parce que la circulation, ce n'est pas que les voitures, que les camions, que les motos, c'est également les piétons et les cyclistes et les trottinettes. Pas à discriminer les utilisateurs de trottinettes présentement, et aussi des pouvoirs de police en matière de circulation. Il y a quand même pas mal de choses que l'on peut faire. L'idéal, c'est de pouvoir le faire en compatibilité avec un plan de mobilité, donc définir sa stratégie cyclable. Mais le maire a quand même un pouvoir, le maire ou le président de l'EPCI, puisque ces pouvoirs sont transférables, on le verra après. Donc, on peut créer des chaussées, sur la chaussée, des bandes cyclables ou des pistes cyclables, réservées à certaines voies, à certaines catégories de véhicules. Taxi, bus, vélo, peu importe. Pousse-pousse aussi, dans certaines villes, vous avez maintenant des pousse-pousse cyclables. Définir des zones piétonnes, c'est-à-dire, c'est quelque chose qui se développe de plus en plus, c'est-à-dire avoir des zones en centre-ville où les véhicules ne sont pas les rois. Ils peuvent quand même circuler parce qu'il y a quand même, il faut quand même respecter les riverains, mais ils ne seront pas prioritaires, ils devront rouler au pas. Mais effectivement, ce sont des choses qui se développent. Vous avez de plus en plus de centres-villes dans les grandes villes qui sont piétons, dans des petites villes aussi, parce qu'il n'y a pas que les grandes villes où ça se fait, dans les petites villes. Et ensuite, vous avez aussi la possibilité d'interdire l'accès de certaines catégories de véhicules au titre du pouvoir de police en matière de circulation. Notamment, vous avez des arrêtés municipaux qui interdisent, par exemple, entre 8 heures et je sais pas, 15 heures et 18 heures, interdire les poids lourds au passage devant une école. Ou par exemple, de dire bah, effectivement, de telle heure à telle heure, bah, tel type de véhicule n'ont plus le droit de faire. Ou par exemple, vous pouvez dire effectivement, à partir de 19 heures, ça devient des zones piétonnes. Il y a des choses qu'il doit faire. La seule règle qu'il faut respecter quand même, parce qu'il y a quand même une règle à respecter, il ne faut pas que ces arrêtés soient généraux et discriminatoires. Ce ne doit pas être Non. absolu et général. Je sais pas, je te vois faire. Quand tu rentres, je me suis dit que si. Dame, le micro. Donc oui, ça ne doit pas être absolu et général, ça ne doit surtout pas être discriminatoire. Il faut vraiment que ça reste dans une logique, finalement du bon fonctionnement des commodités et du respect des différents types de mobilité. Mais voilà, le pouvoir de police du maire, mine de rien, c'est quand même quelque chose qui est quand même assez impactant et qui peut avoir un impact sur la politique de mobilité. On peut effectivement travailler avec des réseaux de maires sur la mise en œuvre de tel ou tel type d'arrêté. Donc la convergence territoriale, elle existe et puis ça peut permettre de faire de très belles choses. Le pouvoir de police de stationnement, je l'évoque très très peu, mais effectivement, ça peut permettre de définir des zones et des zones spécifiques, des emplacements spécifiques pour le stationnement des vélos. Parce qu'un vélo stationné n'importe comment, comme n'importe quel véhicule roulant, peut finalement être sanctionné par un stationnement gênant. Donc effectivement, définir des emplacements de stationnement cyclables, ça peut tout à fait se faire, que ce soit dans les parcs finalement, les parcs publics de stationnement, ou que ce soit sur la voie ou à côté ou dans d'autres endroits. Donc le pouvoir de police en matière de stationnement, il est moins spectaculaire, mais il a une utilité et il doit être compatible avec le plan de mobilité. Si effectivement vous définissez tout un ensemble de réseaux de mobilité douce, bah, à un moment donné, les gens vont peut-être s'arrêter pour profiter un peu des spécialités se trouvant sur vos territoires. Mais également parce que bah oui, les personnes ne vont pas tout le temps être sur leur vélo, donc c'est aussi ce pouvoir de police en matière de stationnement, c'est un outil intéressant. Je ne veux pas rentrer dans ce que je vous ai déjà mis dans le PowerPoint sur le transfert, et on pourrait rentrer là-dedans sur des points, mais effectivement, le président de l'établissement public de coopération intercommunale, pour ce qui concerne les voies d'intérêt communautaire, il peut détenir
les pouvoirs de police en matière de stationnement et de circulation, sous réserve bien évidemment que les maires ne s'y soient pas opposés. Ça se fonctionne au moment du transfert de la compétence et au moment du renouvellement, donc c'est-à-dire que dans 2 ans, dans 2 ans, la question se posera de savoir effectivement est-ce que on laisse ces pouvoirs de police en matière de circulation au président de l'EPCI ou non sur les voies intercommunales, parce que sur les voies communales ça reste le maire, mais sur les voies intercommunales et celles qui sont d'intérêt communautaire et ou qui ont été créées relevant directement de l'intérêt communautaire, la question peut tout à fait être légitime et pourquoi pas sur l'ensemble des territoires, puisque si effectivement la compétence voirie n'a toujours pas été transférée à l'EPCI et qu'on décide de la transférer en 2026, s'il n'y a pas de définition de l'intérêt communautaire dans les délais légaux, c'est l'intégralité de la compétence qui est transférée. Donc ça, cette règle-là, elle demeure. Elle demeure. L'encadrement d'une construction des voies vertes, comme je vous l'ai dit, c'est pas forcément toujours simple, mais si on prend la définition légale du code de la route de la voie verte, qu'est-ce qu'une voie verte? C'est une route exclusivement réservée à la circulation des véhicules non motorisés, des piétons et des cavaliers. Bon, voilà, le cheval, c'est une mobilité douce, par exemple. On ne l'a pas évoqué, et c'est vrai qu'il n'y a pas encore eu de plan cheval au niveau gouvernemental. Mais c'est une question qu'on pourrait se poser, qui peut être intéressante, mais soit le projet de voie verte porte déjà sur une route qui est existante, donc c'est-à-dire qu'elle existe déjà. Et dans ce cas-là, effectivement, pas besoin de faire tout un tas de choses, un arrêté de police, ça suffit, on crée les bandes vertes où effectivement on fait les aménagements nécessaires sur la voie. Et vous allez voir, quand il y a des rénovations de voies, il y a des petites spécialités, mais on va le voir par la suite. Je ne veux pas tout vous donner maintenant. Soit le projet vise la construction d'une voie verte. Et dans ce cas-là, la construction de cette voie verte, il va falloir quand même délibérer pour la construire. C'est-à-dire une voie autonome, de nulle part, on crée une voie verte. Et effectivement, il va falloir délibérer pour la création de la voie verte, quel que soit le régime juridique de celle-ci, et accompagné d'une enquête publique lorsque celle-ci est égale ou supérieure à 10 km. Et d'ailleurs, on peut même se poser une question. Est-ce que pour le coup, les textes sont vides là-dessus? Effectivement, si vous créez une voie, qu'elle soit verte ou qu'elle soit pas verte, et que vous la réservez à certains types de mobilité, à certains types d'usagers, vélo, trottinette, etc. À proprement parler, on pourrait tout à fait se poser la question légitime de l'application de l'article L141-3 du Code de la voirie routière. Cette question n'est absolument pas évoquée dans les textes. Sur le principe, on pourrait se dire oui, puisque effectivement, si vous souhaitez intégrer cette voie dans votre domaine public, de toute façon, votre domaine public routier, de toute façon, il faudra passer par cette délibération avec éventuellement l'enquête publique pour la créer. Mais ça, effectivement, on a quand même de grandes interrogations là-dessus. Et pareil sur le domaine privé, parce qu'effectivement, sur le domaine privé, sur les chemins ruraux, quand on souhaite créer ou aménager créer des chemins ruraux, il y a toute une procédure qui est assez longue, avec éventuellement des enquêtes publiques. C'est pas simple, et c'est vrai qu'effectivement, le manque de clarté sur réellement ce qu'est une voirie, une voie, pas une voie verte, parce qu'effectivement, avec l'ensemble des textes, mais de voir qu'effectivement, ex nihilo, une collectivité peut créer une voie relevant de son domaine public qui n'est accessible que pour un certain type de mobilité, la question peut tout à fait se poser. On a la réponse, et la réponse, elle est celle que je vous ai apportée, mais parfois, il peut y avoir un manque de clarté, et ce manque de clarté, il peut bloquer dans la mise en œuvre de ces politiques publiques. Voilà. Voilà les petits dispositifs supplémentaires que l'on peut aussi retrouver. L'aménagement cyclable, donc voilà ce que je vous expliquais tout à l'heure, en imposant aux collectivités, à l'occasion des réalisations ou des rénovations des voies urbaines à l'exclusion des autoroutes et des voies rapides, la mise au point des itinéraires cyclables de voies vertes et de zones de rencontre pour les chaussées à sens unique, à une file, des marquages au sol, etc., etc. En gros, qu'est-ce qu'il faut comprendre? C'est-à-dire que si vous rénovez vos voies, il faut penser à la piste cyclable. Voilà. Je synthétise, je vais au concret. Et ne pas respecter cette obligation peut nuire à la régularité d'une délibération décidant le réaménagement d'une rue. C'est effectivement, vous réaménagez la rue, au vu des impératifs de commodité, c'est tout à fait possible de l'installer. Le fait de comment dire, le fait de ne pas prévoir cet aménagement complémentaire de voies et de pistes cyclables,
bah, ça peut avoir un impact sur votre autorisation. Et ensuite, qu'est-ce qu'on peut considérer comme un aménagement ou une rénovation des voies? Je vais m'appuyer sur une jurisprudence du 30 avril 2019 qui nous explique qu'effectivement, aménager des carrefours, les trottoirs, modifier l'organisation du stationnement, rénover le réseau des eaux pluviales, diminuer la largeur de la chaussée, installer un plateau surélevé et des chicanes, modifier les courbes de virage ainsi que refaire le revêtement et le remarquage de la voie, ce sont autant d'éléments qui permettent de définir une opération de rénovation et d'aménagement des opérations, d'aménagement de la voie. Et donc, potentiellement, la possibilité de mettre en œuvre cette obligation. Il y a quand même des possibilités de déroger, je ne les ai pas mises dans le PowerPoint, mais je vais quand même les évoquer à l'oral. Si effectivement vous avez des contraintes inhérentes à la circulation faisant obstacle à la mise en œuvre de l'itinéraire cyclable, bah effectivement, vous avez la possibilité de déroger si vous avez une rénovation d'une voie qui est véritablement très restreinte, qui permet juste de faire passer des petites voitures et que bah, vous ne pouvez pas faire autrement que de la conserver et que installer une piste cyclable, ça va juste entraîner un risque pour les usagers de la route. Effectivement, vous avez la possibilité de justifier cette dérogation, mais c'est des cas qui sont quand même relativement minimes. Il y a un autre cas, c'est dans le cas où effectivement vous êtes dans des zones ZFE-M. Et effectivement, ce que nous dit la jurisprudence, c'est les voies desservant de telles zones situées à moins de 5 km du périmètre de celle-ci sont réputées avérées. Donc, c'est-à-dire que si effectivement vos voies amènent à intégrer une ZFE, de toute façon, ces obligations de réaménagement, ça va être très compliqué d'y déroger. Pour faire simple. Ensuite, je vois qu'il y a une petite question. S'il s'agit d'une véloroute voie verte de plus de 10 km qui alterne véloroute et voie verte, donc partage, l'obligation d'enquête publique s'applique-t-elle? Et là, pour le coup, j'ai envie de vous dire, je vais répondre de manière très sécurisée. Dans le doute, il vaut mieux la faire. Pourquoi? Parce que il n'y a rien. Donc, dans le doute, et pour toute question de sécurité juridique, quand on a un doute, on va toujours sur ce qui est le plus contraignant. On peut vous reprocher, on vous reprochera jamais de faire plus. Mais par contre, les juges peuvent vous reprocher de ne pas faire assez. C'est comme quand vous passez un marché public, vous avez un doute sur la procédure applicable au niveau des seuils, bah, vous avez un doute, vous passez en procédure formalisée parce que vous êtes à 5-10 000 euros, vous savez que ça va évoluer, vous passez en procédure formalisée, vous êtes tranquille. Par contre, si vous passez en procédure adaptée et que vous dépassez et qu'après le juge vous dit vous auriez dû passer en procédure formalisée, on vous reprochera d'être passé en procédure formalisée, d'être passé en procédure adaptée au lieu d'être passé en procédure formalisée. Donc c'est pareil pour ça, dans le doute, vaut mieux réaliser cette enquête publique. Et puis surtout, si effectivement, si on est sur 10 km de voie verte et alternance de véloroute, il y a plusieurs acteurs locaux, il y a moyen de s'entendre pour faire ça à frais communs. On va parler économie, parce que ça coûte cher une enquête publique. Et donc, si vous êtes plusieurs sur le projet, bah, effectivement, mettre en commun et pourquoi pas effectivement développer des ententes sur le développement des voies vertes ou des véloroutes ou de voies vertes qui peuvent devenir véloroutes par la suite, mais effectivement il y a moyen de créer une synergie au niveau local entre les collectivités. On n'a pas besoin forcément d'institutionnaliser cette collaboration par un syndicat, par un machin. Effectivement, une entente, ça peut très bien fonctionner. Puis si ça devient sérieux, on pourra envisager d'autres formes juridiques, mais on peut déjà, effectivement, on a des niveaux de collaboration, on a le plan de commande, on a plein de choses qui permettent de faire après commun, la commaîtrise d'ouvrage, etc., etc. Voilà. Donc l'objectif, c'est d'inciter l'aménagement d'itinéraires cyclables, très important. Dans la continuité, afin de favoriser les mobilités douces, un certain nombre d'obligations doivent être respectées dans un objectif de favoriser la complémentarité des modes de transport. Donc, c'est-à-dire que maintenant, lorsqu'il y a la création d'une gare nouvelle ou un réaménagement de gare, bah, la création d'aires de stationnement sécurisées pour les vélos doit être faite. Donc, la question qu'on peut se poser, c'est si effectivement, vu qu'il y a eu des grands aménagements et que vous passez à Paris, vous aurez peut-être l'occasion de pouvoir voir au niveau de la gare d'Austerlitz, puisque c'est celle qui a la plus en travaux actuellement, de voir s'ils ont bien respecté leurs obligations vis-à-vis de raménagement de la gare, avec les aires de stationnement sécurisées pour les vélos et tout et tout.
Toute personne qui construit désormais un ensemble d'habitations équipées de places de stationnement individuelles couvertes ou d'accès sécurisé à un bâtiment constituant un ensemble industriel ou tertiaire constituant principalement un lieu de travail équipé de places de stationnement à destination des salariés doit prévoir des infrastructures permettant le stationnement sécurisé des vélos. Et cette obligation s'applique également à vous, collectivité locale, puisque si vous décidez de construire un bâtiment à l'usage d'un service public, équipé de places de stationnement destinées aux agents et aux usagers, pareil pour les cinémas et les ensembles commerciaux, il vous faut des places de stationnement sécurisées pour les vélos. Ça ne va pas être simplement un petit lampadaire dans lequel les gens pourront mettre leur cadenas. Il faudra bien sécuriser cette zone. Voilà. Je laisse la parole à Marine pour la suite. Merci Benjamin. Peut-être avant de se lancer dans une partie plus de retour d'expérience, différents dispositifs et d'outils, est-ce que vous avez peut-être des dernières questions pour Benjamin? En tout cas, n'hésitez pas à les mettre dans le chat. On pourra tout à fait revenir sur différents éléments et Benjamin pourra vous aussi vous répondre au téléphone. Donc, j'avance sur les enjeux de retour d'expérience. N'hésitez pas à utiliser le chat. Quand on parle mobilité, quand on s'adresse aux mobilités actives, on se propose de vous donner quelques réflexes, quelques outils, quelques bonnes pratiques à mobiliser pour pouvoir un petit peu mieux définir, projeter, identifier quelles actions vous allez pouvoir mener en fonction de là où vous en êtes dans votre mise en œuvre, votre définition d'une politique publique de mobilité, notamment en vue d'aménager des pistes cyclables, comme l'expliquait Benjamin. Il existe alors le réflexe France Mobilité. France Mobilité, c'est quoi? C'est un guichet unique des différents acteurs et opérateurs de l'État, dont fait partie la Banque des Territoires, qui permettent de mettre à la disposition, en fonction du degré de maturité, du niveau de maturité de votre projet ou de votre connaissance en matière de politique publique de mobilité et de mobilité active notamment, des outils, des contacts, des bonnes pratiques, des études et différents documents réglementaires ou non qui vont vous permettre soit de vous informer, de vous conforter, de vous inspirer et même de passer à l'action. Donc là, vous avez sur le support la brochure de la cellule régionale France Mobilité des Hauts-de-France. Donc c'est structuré avec une gouvernance à la fois nationale qui réunit toutes les structures, donc les DREAL, Banque des Territoires, la NCT, le CEREMA et l'ADEME notamment, aux côtés de l'État, qui permet région par région de vous mobiliser et vous mettre au cœur des enjeux et des échanges avec ces contacts-là qui vont vous permettre d'obtenir les bons accès aux bons dispositifs, aux bonnes subventions, au bon financement en fonction du degré de maturité de votre projet et ce que vous souhaitez faire concrètement sur vos territoires. Donc n'hésitez pas à prendre contact, à vous renseigner sur le site France Mobilité. Il y a énormément d'informations et ça fonctionne comme Aide Territoire, si vous connaissez aussi déjà, avec un recensement d'un grand nombre de dispositifs de subvention, d'outils, d'études existantes, de bons exemples pour vous aider à passer à l'action et à mieux maîtriser ces enjeux de politique publique de mobilité, notamment dans les temps incertains qui sont les nôtres. Donc, ne pas hésiter à avoir ce réflexe-là. Et en appui de ce site France Mobilité, vous avez aussi deux principaux outils, si vous ne les connaissez pas déjà, qui sont toujours bons à rappeler, qui sont toujours bons à aller utiliser rapidement pour voir un peu de quoi il s'agit quand on parle de mobilité sur vos territoires, notamment vos territoires peu denses. On a un outil qui s'appelle Catamob, qui a été développé par le CEREMA en partenariat avec France Mobilité sur concrètement comment je m'y prends, comment je fais pour comprendre mes mobilités sur mon territoire peu dense et comment je fais pour analyser, avoir les premières données d'entrée pour pouvoir mettre en œuvre ou me projeter vers notamment un plan de mobilité ou un plan de mobilité simplifié, comme l'expliquait Benjamin, qui peuvent être des documents assez lourds, étant donné le nombre de mises en cohérence et de complémentarité qui doit être prise en œuvre. Cet outil Catamob, c'est vraiment le guide méthodologique, comment on s'y prend, quelles sont les étapes. Et vous voyez sur la capture d'écran 3 étapes préalables au plan d'action pour pouvoir avoir le plan d'action le plus pertinent possible et le plus cohérent avec les obligations réglementaires, à la fois en termes de potentiel de votre territoire, notamment en cas de mobilité dans des territoires peu denses, l'ensemble des services de mobilité qui sont possibles, envisageables et quelles sont leurs pertinences par rapport à vos enjeux concrets de territoire, et ensuite évidemment les besoins de vos populations, les besoins de mobilité
mobilité, on parlait de plan de mobilité employeur. Tout cela doit vous permettre de poser les bonnes questions avant de réaliser ce plan d'action, ce plan de mobilité simplifié notamment. Ne pas hésiter à cliquer sur les liens qui seront sur la page, le support vous sera envoyé pour pouvoir vous familiariser, si ce n'est pas déjà le cas, avec cet outil théorique. Et côté ADEME, on a le penchant plus opérationnel qui permet de vous aider à visualiser de manière flash un premier diagnostic de mobilité sur votre territoire, peu importe la taille de celui-ci, peu importe les dynamiques à l'œuvre et les populations à l'œuvre aussi sur votre territoire. On a cet outil qui vient de sortir. Il a été finalisé au mois de juin et il permet de comprendre l'ensemble des dynamiques à l'œuvre, à la fois en termes de description du territoire, d'offres de transport et de pratiques de déplacement. Et il permet de visualiser très rapidement ces enjeux-là et de croiser un grand nombre de données, notamment des données DataGo ou des données INSEE, bien sûr, qui sont actualisées en temps réel. Donc, ça vous permet d'avoir un diagnostic, voilà, toujours à jour, que vous pouvez consulter de manière tout à fait autonome et tout à fait gratuite sur le site. C'est également disponible sur le site France Mobilité. Après, voilà, le seul manque à ces deux outils, c'est toute la partie interprétation, préconisation et formalisation des fameux plans de mobilité et plans de mobilité simplifiés qui pourront être faits avec d'autres types d'accompagnement dans un deuxième temps. Mais en tout cas, avec France Mobilité et ces deux outils, vous avez de quoi vous lancer dans cette démarche, si ce n'est pas le cas déjà, et en tout cas de vous inspirer pour mener à bien et passer à l'action dans vos différents types de projets. Maintenant, plus concrètement, quand on est un peu plus loin en termes de maturité et de chaîne valeur de votre projet, on a un ensemble de dispositifs de financement qui sont à votre disposition pour vos projets, notamment aujourd'hui de mobilité active, vélo et marche, sur lesquels on va faire un petit focus. Donc ça, c'est des principales aides qui sont mises en ligne à la fois sur Aide Territoire et sur les différents sites, notamment France Mobilité. Et c'est une plaquette d'informations qui est consolidée et en cours d'actualisation côté État en ce moment, pour les raisons qu'on connaît tous. Sans rentrer dans le détail de chacun de ces dispositifs, on a voilà, les différents points clés à chaque fois, le fonds mobilité active pour les enjambes de projets vélo et marche, différents appels à projets à vélo que vous devez déjà certainement connaître, et à chaque fois, de façon synthétique, les projets, les objectifs, les modalités de candidature et surtout les bénéficiaires et un lien vers les différentes plateformes pour déposer vos demandes, déposer vos dossiers et obtenir les dispositifs de financement adéquats. On a un grand nombre de dispositifs qui sont évidemment financés par des certificats d'économie d'énergie. Donc, je vais passer assez rapidement. En tout cas, là, vous avez cette vision d'ensemble assez synthétique et lisible, je l'espère, de tout ce qui peut vous aider à financer ces projets-là. On a aussi le fonds vert, donc, qui a été prolongé et créé en 2023, prolongé en 2024 avec une nouvelle mesure en 2024 autour de l'accompagnement de vos projets de mobilité durable en zone rurale, avec un critère voilà, de définition de la zone rurale selon l'IFSE. Donc, ne pas hésiter, si c'est le cas de votre collectivité, à voir ce qui est possible de faire et les types de subventions qui sont éligibles au fonds vert. Pour rappel, le fonds vert, donc, c'est de la subvention pour des travaux d'investissement et il y a un dispositif de candidature, de dépôt de dossier qui se fait sur le site Démarche Simplifiée. Vous avez aussi toutes les précisions, notamment sur Aide Territoire, pour pouvoir accéder à cette mesure-là. Évidemment, vu le contexte, tout ceci est peut-être amené à évoluer, à être actualisé. Donc, ne pas hésiter à vous référer au site France Mobilité ou le site Aide Territoire pour vérifier la continuité de ces dispositifs, comme vous le voyez, qui sont nombreux pour accompagner vos projets de mobilité active. Maintenant, si on regarde plus précisément le rôle de la Banque des Territoires et l'offre de la Banque des Territoires en termes de mobilité, l'objectif, c'est surtout d'accélérer le basculement vers la mobilité décarbonée. Je vous ai également mis le lien vers les différentes directions régionales de la Banque des Territoires si vous avez un projet. Peu importe, encore une fois, la maturité de celui-ci ou là où vous en êtes dans vos réflexions, ne pas hésiter à nous contacter. On pourra vous aider à affiner cela, à financer cela en fonction des projets que vous pouvez porter. Je vous
vous ai remis les différentes palettes d'outils, les différents dispositifs qu'on peut mettre en œuvre au sein de la banque de territoire, avec principalement nos 3 métiers. Donc un premier métier autour de l'ingénierie et du conseil, avec des financements possibles de missions, d'études, pour réaliser la faisabilité, l'opportunité d'un projet de vélo, de borne de recharge, d'un projet de piste cyclable, d'un projet de revitalisation d'un centre-bourg, notamment des dispositifs qu'on peut mettre en place dans le cadre des programmes Petites Villes de demain et Action de Concours de Ville qu'on porte et qu'on déploie avec la NCT et l'État. Un ensemble aussi de financements, cette fois-ci en prêt via notre métier bancaire autour des prêts long terme qui vous permettent de pouvoir financer votre projet avec des taux attractifs, donc indexés sur le livret A, qui vont pouvoir être de plus en plus attractifs en fonction du degré de décarbonation des mobilités que vous mettez en œuvre, notamment un projet de mobilité active, de piste cyclable, ça sera très favorable en termes de taux. Et notre troisième métier d'investisseur, cette fois-ci dans différentes sociétés de projets et notamment dans tous les nouveaux acteurs des mobilités actives, type opérateur de vélo libre-service, qu'on va pouvoir accompagner, dans lesquels on va pouvoir prendre une part au capital et un ensemble aussi de dispositifs. Je pense notamment au financement des rames TER, par exemple, mais qui s'éloignent un petit peu plus de notre cœur de sujet aujourd'hui. Pour rendre cela un peu plus concret, je vous ai mis 3 exemples de projets de mobilité active qu'on a accompagnés côté Banque des Territoires, en prenant notamment l'exemple de ce qu'on peut faire dans le cadre du programme Petites Villes de demain, pour parler au mieux à vos territoires et parler au mieux aux territoires et aux enjeux de mobilité peu douce, pardon, et dans les territoires peu denses, mes excuses. Par rapport au premier métier que je vous évoquais de conseil, d'ingénierie, d'appui à la planification, on va pouvoir travailler notamment le cofinancement d'une étude donc avec la ville PVD de Pontcharra. En Auvergne-Rhône-Alpes, on a travaillé la planification à la fois des aménagements cyclables, des aménagements piétons, mais aussi des enjeux de circulation et de stationnement dans cette ville PVD pour pouvoir avoir une action globale et une planification, comme l'a évoqué Benjamin, la plus cohérente au vu des enjeux et des flux de cette ville d'Auvergne-Rhône-Alpes. Ensuite, en termes d'investissement, je vous parlais d'opérateurs de vélos libre-service. On a pu investir dans ces différentes sociétés de projets, notamment l'exemple d'Eco-Vélo qui se déploie particulièrement dans les villes moyennes et dans les métropoles pour l'instant. On pense à La Rochelle notamment, et dans laquelle on peut participer, appuyer son déploiement sur les différents territoires, et notamment l'enjeu de le développer sur la majorité des territoires français, et particulièrement trouver des modalités de déploiement dans les territoires peu denses. Et un troisième exemple, cette fois-ci de prêt, avec un prêt qui a été réalisé pour financer au long terme la création d'une liaison douce, cette fois-ci dans une ville PVD de Bretagne. Ne pas hésiter effectivement si vous avez des questions, et je vais peut-être te repasser la main, Benjamin, si tu souhaites, pour répondre à la petite question que nous avons reçue. Oui, je vais revenir d'abord sur la question sur le versement mobilité. Effectivement, même quand la région est compétente à titre subsidiaire en tant qu'AOM local, ne peut percevoir le versement mobilité. Ça, c'est le fait. Les communes, par contre, qui ont conservé un service de mobilité avec la mise en place d'une ligne régulière, elles peuvent continuer à la percevoir. Pour percevoir ce versement mobilité, il faut 2 choses. Il faut la compétence, donc il faut être AOM ou AOM délégué, selon effectivement la nature, et avoir des services de transport réguliers. Donc ça, effectivement, ce sont les conditions pour le versement mobilité. J'espère avoir répondu à votre question sur ce point. Ensuite, sur la dernière question, sur le véloroute, oui, il y a des dispositifs concernant la marge, je ne les ai pas forcément mis en avant. Vous avez le programme e-démarche, qui est lancé en 2023 et qui permet finalement, c'est un programme national de soutien en mobilité piétonne. Ça va un peu dans le sens de ce que je vous disais, c'est-à-dire le réaménagement finalement des centres-villes ou l'utilisation des points de police pour définir de plus en plus de zones piétonnes. Et effectivement, on a quand même des programmes qui viennent soutenir les collectivités pour piétoniser et favoriser le développement de la marche. Il y en a d'autres. Il y en avait d'autres, mais effectivement, c'est le plus simple. Après, vous avez toutes les règles relatives au renforcement, vous avez tout le programme
du plan national 2023-2027 qui concerne renforcer la sécurité et la sensibilisation des piétons. Vous avez pas mal de démarches. Mais il n'y a pas que le vélo. On a centré sur le vélo parce que c'est c'est la mobilité douce la plus en développement. Mais c'est vrai qu'effectivement, on aurait pu rajouter tout à fait ces points de vue sur la marche. J'espère avoir répondu aux deux questions sur la région et sur les mobilités, le plan marche et vélo 2023-2027. En tout cas, nous, on reste à votre disposition sur le service d'information juridique. N'hésitez pas à nous contacter au 09 70 80 88 09. Et si vous ne m'avez pas au téléphone, c'est pas très grave, vous aurez certainement l'un de mes collègues qui vous répondra également avec plaisir et sérieux. Parfait. Si vous avez des dernières questions, on a pu finir un petit peu en avance, donc n'hésitez pas à les poser dans le chat. On va également vous faire parvenir ce support concis pour tout besoin. Et je complète ce que dit Benjamin par rapport aux questions posées au service. Ne pas hésiter aussi à vous rapprocher des différents interlocuteurs cités dans la partie retour d'expérience, cliquez sur les liens et si besoin pour toute question. On est à vos côtés. Encore merci pour votre participation nombreuse aujourd'hui. Merci pour votre écoute et on vous souhaite une très belle journée et à très bientôt. Bonne journée à tous.